Michel Janton, bonjour. Alexandre, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau sur la chaîne d'Andromède, qui est aussi la vôtre, puisque Oui, votre entité, la Porte de l'Étoile, est une partie prenante à la création et au développement de notre chaîne. c'est tout à fait. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas, qu'on s'était pas rencontrés, qu'on Oui, n'avait pas eu l'occasion d'échanger. Alors il n'y a pas que le Covid, il y a eu aussi plein d'autres choses, oui, d'autres vidéos que vous avez tournées sur d'autres sujets, etc. Et donc c'est vrai qu'on va reprendre un peu quelques cycles astrologiques, mais donc voilà, on est là sur cette visio d'aujourd'hui pour parler de l'astrologie en général. et un sujet qui m'a bien interpellé quand vous m'en avez parlé. Oui, oui, c'est le sujet des points invisibles. Parce que on a tendance à croire en astrologie que il y a que les planètes visibles, hein, Saturne, Mars, Vénus, etc. Et qu'à partir de ces planètes visibles, on décide, on trace un trait, un thème, des traits, un thème, et on en décide, on en tire une analyse. Et pour certains qui font l'événementiel, ben voilà, c'est les astres, je vais de ci, je vais de ça, parce que les astres sont en tel aspect. Mais c'est pour ça que je souhaitais développer un sujet sur les points dits invisibles, parce que ça montre que l'astrologie n'est pas, c'est pas une science déterministe dans le sens fataliste, un D'accord. fatalisme. Hein, c'est ceci qui est important. Et je pense que ça va interpeller nos spectateurs parce que beaucoup de personnes croient que l'astrologie se limite aux planètes connues. Oui, Et alors que, d'après ce que vous m'avez dit quand on a préparé le sujet, il y a beaucoup de choses complexes. oui. On ne reviendra pas sur les calculs parce que c'est trop complexe. Oui, oui, les ordinateurs d'aujourd'hui, il y a des livres pour faire les calculs. Les ordinateurs d'aujourd'hui facilitent le travail d'un astrologue, évidemment. Alors quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, vous m'avez parlé aussi de tradition antique aussi, et d'un héritage. euh, Oui, alors j'aimerais que vous puissiez nous dresser, développer un petit voilà, nous peu. développer ça d'abord. Oui. L'astrologie d'aujourd'hui, on va dire moderne, contemporaine, comme on voudra, est issue d'une tradition. Les premiers écrits astrologiques, on les retrouve chez les Sumériens, les Chaldéens, l'Égypte, les Arabes, et on le retrouve notamment synthétiquement, on va dire, dans le Biblos pardon, de Ptolémée, Claude Ptolémée, qui a traduit toute cette tradition-là, il l'a traduit en grec. Et du grec au Moyen-Âge, à ce moment-là, on est revenu à la tradition arabe, c'est-à-dire on redécouvre aujourd'hui, oui, on redécouvre, on en parle en tous les cas beaucoup, de cette astrologie arabe. Euh, Les Arabes qui avaient beaucoup traduit donc les Grecs, mais qui ont apporté aussi leur propre tradition et leur savoir en mathématiques, qui est quand même fabuleux. Complètement. On ne sait pas avec quels moyens ils observaient vraiment, ils observaient les étoiles, notre système solaire, mais en tous les cas, la façon dont on va parler d'astrologie, la façon dont ils ont travaillé, établi une astrologie efficace, utile, parce qu'à l'époque, on allait souvent consulter son astrologue pour prendre une décision, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour semer, que ce soit pour vendre, acheter, enfin, etc. Donc ils avaient fait des calculs mathématiques à partir des planètes visibles. Alors, à l'œil nu, on peut le supposer, pour l'instant, avec les outils qu'on a historiques. Et ils en avaient établi une astrologie, ce qu'on appelle une astrologie prévisionnelle, prédictive, ce qu'on appelle avec des parts dites arabes. D'accord. Vous pouvez nous en parler un peu plus de ces parts arabes. Oui, ces parts arabes sont des points. Beaucoup d'astrologues disent fictif. Non, c'est pas fictif. Fictif, ça veut dire ça n'existe pas. Là, on est sur des points invisibles à l'œil nu. À l'œil nu. D'accord. Ces points ont été calculés donc, à partir donc, de l'astrologie, des calculs mathématiques, et on les positionne
dans un thème. D'ailleurs, je pense que vous le présenterez, le thème à l'écran. On positionne dans un thème ces parts, elles ont des symboles, comme les planètes. Donc les parts, il y en a plus de 100, hein, je crois qu'il y en a au moins 160. Les principales parts arabes sont la part de fortune, qui est une part dite bénéfique, la part de la mort, la part du règne, la part des enfants, la part de l'amour. Oui, il y a des parts comme ça. Et toutes ces parts-là sont faites, calculées à partir de l'astrologie arabe. Ça rappelle beaucoup le tarot de Marseille aussi, la fortune, la mort. Oui. On retrouve ça, sauf qu'en tarot de Marseille, il y a 22 lames. Oui. En part dite arabe, il y en a beaucoup plus. Ouais. Et quand on parle de la mort, c'est pas forcément la mort physique, c'est la fin d'une chose, c'est l'accomplissement. La transformation, comme toujours. Transformation, oui. Comme toujours. D'accord. Donc ces points dits invisibles font partie intégrante de l'astrologie. Ce que je voudrais faire passer aujourd'hui comme message, c'est que il y a une astrologie qui nous date de plus de 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans avant Jésus-Christ, mais qui était différente. Jusqu'à Morin de Villefranche, par exemple, les thèmes astrologiques, aujourd'hui, on les représente sous forme d'un cercle. Hein, un cercle avec des traits, vous le ferez voir. Jusqu'à Morin de Villefranche, qui était un mathématicien, en 1520, hein, dans ces années-là, les thèmes astrologiques étaient carrés. D'accord. Il n'y avait pas d'aspect entre les thèmes, ils étaient carrés, ils étaient découpés avec des triangles à l'intérieur. On retrouvait les 12 signes, on retrouvait les planètes visibles à l'œil nu, et de là, Morin de Villefranche, on faisait des analyses, on faisait des prédictions, on faisait une utilisation pratique pour l'être humain. D'accord. Donc on continue de brosser l'évolution, ou on parle maintenant de notre astrologie moderne et de ses développements? Alors, l'évolution, on l'a vu, des Arabes, des Grecs, des Égyptiens, ils avaient tous des Hindous, tous ont leur propre astrologie, leur propre calcul, les hindous beaucoup à travers la Lune, les cycles de la Lune. Donc l'évolution jusqu'au Moyen-Âge, où il y a eu un renouveau au Moyen-Âge, parce que l'Église catholique a vraiment rejeté l'astrologie, se servait de l'astrologie comme une astrologie de saison, uniquement ayant un rapport avec les saisons. Oui, et pour prédire Pâques aussi, hein, ce qu'on appelait les computes au Moyen-Âge, et qui ont donné le terme computer, ordinateur en anglais. Oui, comme quoi, hein, le Moyen-Âge était très riche. Ouais. Donc, de cette astrologie-là, jusqu'à médiévale, on est arrivé progressivement, toujours pareil avec ce je t'aime moi non plus de l'Église catholique par rapport à l'astrologie, on est arrivé au temps de Kepler, Morin de Villefranche, Kepler, Copernic, tous ces gens-là, ces astronomes, ces physiciens, ont fait avancer astronomiquement d'abord l'humanité, en expliquant la loi de la gravité, en expliquant tout un ensemble de paramètres, que la Terre était ronde, même si aujourd'hui, beaucoup pensent que la Terre est encore plate, mais bon, c'est comme ça. C'est une mode, hein, ça. Donc toute cette astrologie-là a évolué en fonction justement de ces grands savants, qui, on ne le dit pas historiquement, mais ont tous abordé l'astrologie. D'accord, toutes ses formes. Et l'astrologie moderne, aujourd'hui, utilise les planètes, mais utilise les parts arabes pour certains, pas tous. Tous les astrologues n'utilisent pas les parts arabes. Personnellement, je les utilise parce que je les trouve d'une grande efficacité, une grande précision justement dans l'interprétation d'un thème. Des astrologues modernes ont trouvé d'autres points également invisibles, par d'autres calculs, ce qu'on appelle les portes visibles, les portes invisibles, les lacs des nœuds lunaires, la lune noire, toutes ces parties symboliques qui, depuis l'évolution et surtout la compréhension par Freud, Jung, de la psyché humaine, des profondeurs, tout ce que l'on entre nous, ont permis d'intégrer dans l'analyse d'un thème astrologique ces points fictifs, ces points invisibles. Je dis fictifs parce que, voilà, on a l'impression qu'ils n'existent pas, mais surtout ils sont invisibles. Mais
comme nos émotions sont invisibles, elles sont intérieures, comme notre monde intérieur est invisible aux autres quand ils nous regardent, il faut décrypter, il faut décortiquer pour arriver à comprendre ça. Et il y a également une théorie dans les points invisibles, ce qu'on appelle la théorie des mi-points. C'est pareil, c'est l'écart entre deux planètes, entre Saturne et Mars par exemple, il y a 75 degrés d'écart, et ben, 74 degrés, au milieu, le point médian c'est 37 degrés. Et ce 37 degrés-là a une indication précise. D'accord. Donc toutes ces, vous voyez, à partir d'une généralité, tout le monde dit oui, il faut apprendre des planètes, le symbolisme des planètes classiques. Il y a des choses qui évoluent beaucoup. J'ai une question qui me taraude. La lune noire, c'est un point fictif, puisqu'on parlait de l'inconscient avec Freud. Oui, c'est un point fictif, opposé à la Lune. D'accord. Voilà, mais qui ne tourne pas de façon ronde, qui tourne de façon écliptique. D'accord. De façon ovoïde. C'est un point fictif. Mais chez nous, la Lune noire, en astrologie, représente l'inconscient. Tout ce que l'on n'ose pas se dire à soi-même. Et donc, c'est les étapes, les épreuves de la vie, ou les joies, qui nous font vivre cette lune noire qui vient nous titiller sans arrêt, pour nous bousculer intérieurement, pour nous faire apprendre des choses sur nous-mêmes, surtout sur nous-mêmes. Alors moi, je n'ai plus trop de questions, sinon une envie. Moi, j'aimerais bien voir un thème, un exemple, que vous puissiez, dans une prochaine vidéo, nous présenter quelques exemples, justement, de ces points invisibles et de leur influence. Oui. On parlera, je pense qu'on fera une vidéo, peut-être sur deux points invisibles. Une, la lune noire, qui est très évocatrice, à partir de thèmes connus, de personnalités, et aussi un autre point invisible qui s'appelle le vertex, et qui fait partie de cette astrologie contemporaine, même s'il y a quelques années, le vertex de découverte, d'ailleurs il a été découvert par un électricien italien. J'ai oublié le nom, donc je le rappellerai. On le mettra en bandeau. Qui, par un calcul, là aussi, savant, a trouvé que il a appelé le vertex l'ascendant de l'âme. L'ascendant de l'âme. C'est-à-dire, c'est surtout un point très karmique pour ceux qui acceptent la notion de karma, le vertex, c'est une notion de rencontre karmique qu'on a avec l'autre. D'accord. Donc c'est quelque chose dont on abordera. On fera une vidéo sur le vertex. Est-ce qu'on peut aboutir à une synastrie avec ce point ? Ah bien sûr, au contraire. Au contraire. La synastrie, pour nos internautes, c'est la comparaison de deux thèmes. La complémentarité, deux thèmes ensemble. Alors bien sûr, ça peut être un thème amoureux, mais ça peut être un thème d'un père avec sa fille, un thème d'un ami avec un ami, d'un patron avec son employé. Enfin oui, il y a multiples... La synastrie, c'est pas simplement amoureuse, même si plus de 80% des thèmes qu'on fait en synastrie, bien sûr, ont une relation avec le couple, bien évidemment. Et puis j'aimerais qu'on aborde aussi, dans les prochaines vidéos, ces grandes découvertes des astéroïdes. Parce qu'on a découvert, l'avantage de l'astronomie moderne, c'est qu'on a découvert, d'abord on savait qu'il existait une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, dont par exemple est issu un gros astéroïde qui est presque une planète naine, Cérès, dont astrologiquement on en tire également des symboles, notamment symbole de la fertilité, comme Déméter, symbole également de la technologie. Et puis, vous avez une autre ceinture qui est au-delà de Neptune, bien au-delà de Neptune, c'est la ceinture de Kuiper. C'est l'astronome qui l'a découverte. Et dans cette ceinture de Kuiper, on a une planète naine, qui était une planète, qui est redevenue une planète naine. En plus, les astronomes l'ont déclassée en astéroïde, plus ils sont revenus à planète naine, plus peu importe. Astrologiquement, cette planète s'appelle Pluton. Astrologiquement, Pluton est symbolique de la profondeur, de notre profondeur aussi. Et la partie visible de la lune noire, si vous voulez. D'accord. Ces deux symboles, le symbole de la lune noire et la planète Pluton ont énormément de points communs. Énormément de points communs. Donc, il y a
l'astronomie moderne, de l'astrologie chaldéenne à l'astrologie moderne, l'évolution astronomique, c'est-à-dire les découvertes scientifiques, nous ont permis de voir qu'il n'y a pas que nos quelques planètes jusqu'à Uranus, Neptune, et après Neptune, Pluton, mais on a également Cérès, on a Vesta, on a tous ces astéroïdes qui, grâce à Jung et la mythologie, parce qu'on n'a pas parlé de la mythologie, ça fera partie encore d'une autre vidéo, mais et la mythologie, se servir de ces noms de la mythologie pour les intégrer dans l'analyse d'un thème astrologique complet. D'accord. Tout ça pour dire que l'astrologie, les astres ne déterminent pas. C'est pas parce qu'on a un carré que c'est pas fataliste. C'est simplement un décryptage, comme l'a si bien dit Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc l'astrologie, avec tous ces outils-là, permet de décrypter ce que un être suprême, une puissance supérieure, un grand architecte, comme je l'appellerai, comme vous voudrez, a décidé un jour à créer. Et nous, petits humains, toute petite personnalité humaine, suivant ce qu'on étudie les uns les autres, les scientifiques, on aborde des petits bouts, on aborde une grande connaissance par un petit bout de la lorgnette. Et l'astrologie est quand même un outil avec toutes ces composantes, il y en a d'autres, mais principales. Cette évolution nous permet quand même d'aller dans la connaissance humaine, et la connaissance humaine qui va nous amener vers ce qu'on appelle une nouvelle ère. On en voit tous les prémices actuellement avec des transformations fondamentales qui sont en train de se créer, l'ère du Verseau, où à ce moment-là, on comprendra autre chose, ce pourquoi l'être humain et comment il est relié aux autres entités supérieures. Voilà, Alexandre. Merci infiniment. Vous nous avez dressé vraiment un très beau tableau et vous nous avez donné envie de voir les futures vidéos. Voilà, il y a des thèmes, vous voyez, on a de quoi faire, abordé, on a de quoi faire. Oui. Je crois qu'il y aura une autre vidéo aussi sur la numérologie qui va arriver avec Sandrine. Nos internautes sont de plus en plus fidèles, on a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus comment on pourrait dire, de téléspectateurs. Je ne sais pas si on dit ça. Aussi, on peut le dire, aujourd'hui, par rapport à tous les thèmes que vous avez tournés. Oui. Cette chaîne généraliste qu'est la chaîne d'Andromède continuera sa mission. Bien sûr. Moi, je voudrais juste m'adresser à ceux qui nous suivent, de plus en plus nombreux. D'abord, merci de votre fidélité. Nous avons aussi besoin de vous. Pensez à vous abonner, à activer la cloche et mettez des commentaires parce que cela favorise aussi notre référencement. Et puis, ça va nous donner de la matière à nos intervenants pour vous répondre et aussi, pourquoi pas, pour développer des sujets que vous aimeriez que nous développions. Alors, encore merci à vous et encore une fois, merci à Michel Janton pour ce beau sujet que vous avez développé encore aujourd'hui. Eh bien, écoutez, à très bientôt pour d'autres sujets pas fictifs, d'autres sujets précis sur l'invisible. Merci. Au revoir.